tout le monde. Ok, je suis pas douée pour les introductions d'eau. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très peu maquillée, je suis habillée à l'arrache. Vous l'aurez compris, on se retrouve sur un de mes jours de repos avec donc ce que je vais préparer pour m'avancer pour ce début de semaine. Je vais essayer de vous en montrer un maximum, sachant que j'ai pas envie de vous raconter dans le détail tout ce qui se passe, mais a priori Noan a attrapé la varicelle, donc je vais devoir partir pas trop tard dans l'après-midi pour l'emmener chez le médecin pour faire constater si effectivement c'est bel et bien ça. Donc du coup je risque de m'interrompre et je ne sais pas à quelle heure je vais sortir de chez le médecin, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de refilmer la suite ou pas de cette vidéo. En tout cas je vais essayer de vous montrer au moins 2 recettes. J'ai préparé mon petit atelier là-bas, donc il va y avoir du sucré et je vais préparer une recette salée. Vous entendez en amont le four qui fonctionne dans la cuisine, donc je vais essayer de parler pas trop fort mais pas non plus trop bas pour que vous puissiez m'entendre. Et voilà quoi, donc on va y aller tout de suite, on va pas traîner. Je vais commencer donc comme je vous disais par la recette salée et du coup je vais orienter la caméra au maximum pour que vous puissiez voir le plan de travail aussi tant qu'à faire. Mais on va essayer de faire cette vidéo comme d'habitude où je vous parle en même temps. Comme ça, on va garder un petit lien et moi ça me permet de vous raconter 2-3 trucs en même temps qui se sont passés depuis les fêtes, puisque là on est aujourd'hui le 4 janvier. Voilà, cette vidéo sera certainement publiée ce mercredi, donc le 6 janvier, le temps pour moi de faire le montage. Et donc pour ceux qui voudront regarder ça le mercredi, parce que je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui ont le mercredi, soit en RTT, soit en jour de repos, soit vous êtes maman à la maison et à ce moment là vous êtes des petites chanceuses. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors attention, n'attrapez pas le mal de mer. Et hop. Alors sur mon plan de travail, j'ai déjà avancé un petit peu. Donc voilà, la planche est propre puisque j'ai déjà tout découpé. Donc pour cette recette, il faut simplement savoir que je cuisine là une quantité assez importante, puisque comme ça va nous faire au moins, je pense, l'équivalent de le dîner de ce soir. Peut-être 2 bonnes box pour moi les midis, 2 repas le midi pour mon homme, et voir si ça peut pas faire aussi les 2 prochains repas de Noël. Donc en fait au préalable j'ai mis à tremper un peu plus de 500 g de lentilles, ouais à peu près, 500 g de lentilles blondes aujourd'hui. Je les ai mises un petit peu donc à tremper, l'équivalent de une matinée, donc voilà 3-4 heures, quelque chose comme ça. Je les ai bien rincées et mises à égoutter, donc là elles sont prêtes à cuire. En fait l'avantage de faire tremper, déjà d'un, ça vous permet de nettoyer vos légumineuses, de deux, ça vous permet d'extraire les enzymes qui sont parfois peu digestes pour les bébés si vous cuisinez pour vos bébés. Mon homme a aussi un intestin assez sensible donc à tout ce qui est légumineuse, donc c'est pareil, ça lui facilite sa digestion à lui aussi. Et ça permet donc, comme je vous disais, surtout de les nettoyer. En premier lieu, c'est surtout ça permet de les nettoyer. Vous gagnerez aussi un petit peu de temps à la cuisson parce que du fait qu'elles se seront déjà un petit peu imprégnées d'humidité, elles vont cuire beaucoup plus rapidement. Ensuite, j'ai découpé 2 poivrons, donc un espèce de jaune vert, oh, il n'avait pas de couleur celui-là, et un énorme rouge. J'ai découpé en petits 2 oignons et j'ai découpé, j'adore l'ail, 5 gousses d'ail, donc l'équivalent de 1 pour 100 g. J'ai fait chauffer aussi dans ma bouilloire l'équivalent de 1,5 litre d'eau à peu près, parce que moi en fait je cuis mes lentilles un petit peu comme un risotto, c'est-à-dire que vous allez voir, je vais faire revenir tout ça pour les 3 derniers ingrédients que je vous ai montrés. Ça va donner un fond très goûtu avec toutes les épices, ça va bien se concentrer. Je vais jeter ensuite mes lentilles en fait dessus, faire revenir et après je vais mouiller au fur et à mesure jusqu'à ce que la cuisson me convienne. Et c'est une cuisson qui est très goûtue déjà pour commencer et qui permet de ne pas se rater au niveau de la cuisson normalement de vos légumineuses, puisqu'en fait vous dosez l'eau au fur et à mesure et si vous souhaitez quelque chose al dente, vous allez avoir quelque chose al dente.
Et si vous voulez quelque chose de plus patou, vous aurez quelque chose de plus patou. Bien entendu, là aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose qui a de la texture. J'ai mon conjoint qui n'aime pas du tout quand c'est al dente. Et de toute façon, comme je compte préparer des repas pour Noan, je vais faire une cuisson assez tendre pour pouvoir donc le faire manger à mon petit. Voilà, donc on va y aller. Au niveau des épices, donc je vais utiliser du curcuma parce que c'est un antioxydant naturel, c'est très bon et en plus ça donne une couleur superbe avec les lentilles blondes. Je vais mettre de la coriandre moulue. Je vais rajouter avec quelques graines de moutarde jaune et je vais mettre du gingembre moulu. Voilà, donc quelque chose d'assez doux. Je ne vais pas mettre de curry parce que Noan n'aime pas ça. Les seules fois où on essaie de lui en faire goûter, je ne sais pas pourquoi il n'aime pas ça. C'est peut-être un peu fort encore pour lui. Je vais faire ça. Je vais mettre du tamari pour saler. Et je vais mettre bien entendu du poivre du moulin. Je vais faire ici une cuisson sans huile. Pour le simple fait que dans cette recette, moi ce que j'aime faire c'est mettre de l'huile d'olive et je cuisine dans un wok. Donc j'ai pas besoin de rajouter de matière grasse vu que je vais cuisiner avec de l'eau. En fait l'huile je la rajoute directement sur l'assiette crue et comme ça, comme elle n'aura pas subi la cuisson, elle va conserver toutes ses vertus et on ne va pas dépasser son point de fumée puisque l'huile d'olive est assez fragile et supporte très mal les hautes températures. J'aurais pu mettre de l'huile de coco si j'avais voulu mettre de l'huile, donc si vous de votre côté vous avez envie de faire revenir par exemple votre oignon dans un petit peu d'huile parce que vous trouvez que ça lui donne un petit goût un petit peu frit que vous aimez, je vous recommande fortement l'huile de coco qui elle supporte les hautes températures, ne s'abîme pas et donc du coup il n'y a pas de point de carbone qui se crée sur votre oignon et voilà, je vous recommande fortement l'utilisation de cette huile qui est certes peut-être un petit peu plus onéreuse au premier abord, mais moi je vais vous montrer un bon plan. Pour les personnes qui ont des actions de vers chez elles, moi je trouve celle-ci, ça fait peu de temps qu'il a ouvert nous Action, à peine un mois et je suis ravie que cette enseigne ait ouvert vers chez nous. Ce gros pot avec la mention ici gluten free, vous devinerez jamais le prix, 3,99 € les 500 grammes, enfin 500 ml. Franchement, j'ai jamais vu ce prix nulle part et en plus elle est super bonne. Donc voilà, les personnes qui ont des actions vers chez elles, allez au rayon bouffe, vous allez trouver normalement le bonheur. Ensuite, donc, on va mettre tout ça en chauffe. Alors moi, au niveau de la chauffe, l'oignon, pour que ça aille vite et bien, je mets le feu à fond pour qu'il cuise rapidement. Je vais mettre un petit fondant, donc l'équivalent là d'une cuillère tupperware comme ça, ça fait je dirais 4 cuillères à soupe. Donc je vais mettre ça en fond, voilà, pour mouiller le fond de mon wok. Voilà, tac tac tac. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Et on va lancer la cuisson. Donc je vous disais, dans un premier temps, je vais mettre mes oignons à dorer, du moins à dorer. Ils ne vont pas vraiment dorer, je vais attendre qu'ils deviennent translucides en fait. Je ne vais pas attendre qu'ils dorent tout de suite. Donc là, ça va être bon. Hop. Donc sinon, j'espère que pour vous les fêtes se sont bien passées. Alors nous, ça s'est super bien passé. C'était le premier Noël, donc, et le premier jour de l'an de Noël. Donc il a été pas trop gâté, on a fait exprès, on a voulu maîtriser le flux de cadeaux parce que mon petit doudou va avoir 1 an dans 17 jours. Vous comprenez un petit peu, voilà, c'est un petit peu difficile pour moi en tant que maman, mais bon voilà, il faut bien y passer. Donc il va avoir ses 1 an dans 17 jours et on savait très bien qu'il risquait d'être gâté de nouveau, hein, très rapproché de Noël. Donc on a essayé de maîtriser. Et on a géré au niveau des cadeaux pour qu'il n'y ait pas non plus trop quoi. Moi je suis partisante de laisser les enfants découvrir leurs jouets et non pas qu'ils en aient trop et qu'après ils ne sachent plus se concentrer sur un seul. Donc voilà. Sinon au niveau des fêtes, les repas ça s'est plutôt bien passé. Pour ma part, hein, puisque souvent on m'a posé la question de comment j'avais géré mes repas de fête. Donc en fait tout simplement que le 24 au soir, on fait toujours avec ma famille, donc là c'était à la maison, et le 25 on fait avec la famille de mon conjoint. Donc l'avantage à la maison c'est que du coup toute la famille sait comment je mange, donc du coup c'était assez facile à prévoir et nous on n'est pas du tout repas traditionnel chez nous. Donc de ce fait c'est vrai que ça va plutôt pas mal, on fait des choses assez simples
Donc là on avait fait plusieurs tartinades, donc il y avait du guacamole, il y avait de la tapenade, je vous mettrai quelques photos si vous voulez. J'avais fait un caviar végétal également, donc c'était mon premier caviar végétal. Je pense que je vais l'améliorer au maximum et je vous le présenterai certainement. J'avais prévu au départ de vous filmer les recettes que je préparais pour les fêtes. Le problème étant que je me suis retrouvée avec un gros pépin et je suis arrivée tard à la maison. Et donc du coup j'ai fait ça vraiment dans le speed, dans une cuisine qui était Tchernobyl. Donc j'ai dit même pas en rêve je filme là-dedans, hein, parce qu'on va même pas comprendre ce que je suis en train de faire. Donc je vous refilmerai quelque chose exprès pour que vous ayez des recettes, parce que de toute façon ce sont des recettes que vous pouvez resservir toute l'année. Donc j'avais fait ça et j'avais fait donc mon pâte-au-fou, c'est-à-dire un pâté à base de tofu. Donc j'ai laissé la recette sur Instagram et je vous dis de toute façon je vais vous la refilmer. C'est une recette qui est déclinable avec plusieurs saveurs. J'avais fait également un fromage végétal à base de cajou et de tomates séchées. Ça c'est la découverte aussi pareil. Enfin bref, c'était que de toute façon des expériences que je n'avais jamais faites. Là j'assaisonne, hein, donc tout ce que je vous ai dit que je mettais tout à l'heure. Moi j'hésite pas, mettez-en double dose par rapport à ce que vous auriez l'habitude de mettre. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je vais faire une cuisson façon risotto. Donc du coup, le fait d'ajouter de l'eau, ça va neutraliser une partie des épices. Donc n'hésitez pas à en mettre. Hein. Surtout, lésinez pas sur les saveurs. Allez-y. De toute façon, vous allez voir que vous devrez forcément remettre même après cuisson. Donc voilà. Donc je vous disais, pour les fêtes, j'ai fait pas mal de choses que je vais vous filmer de toute façon, qui peuvent être servies toute l'année. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et au niveau du plat, on avait fait en fait un soufflé au comté, parce que je mange encore du fromage, hein. Pas tous les jours effectivement, loin de là, mais je mange encore du fromage. Donc voilà, c'était très très soft, très light, et mon homme avait fait une omelette norvégienne. Donc ça c'est super bon, les omelettes norvégiennes. On va essayer d'en refaire plus souvent. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on l'avait faite sans gluten et on l'avait fait avec un sorbet, donc du coup c'était sans lait aussi, à base de fruits de la passion. Donc vraiment bien pour digérer, vraiment super bien au niveau de l'omelette norvégienne. Et la prochaine expérience, on a dit qu'on allait essayer de faire de la meringue végétale, parce que là on avait énormément d'œufs, donc on avait tout fait traditionnel. Du moins c'est mon chéri qui prépare ça. Alors quand vous rajoutez vos épices, je vous conseille de remettre de l'eau à ce moment-là, pour que ça puisse donc faire un espèce de bouillon dans le fond, mais surtout pas trop. Il faut que ça reste très épais, que ça fasse assez pâteux, hein, pour que ça se concentre. Et c'est là que vous allez rajouter votre ail, que ça infuse avec les épices. Et puis donc après pour les fêtes du côté de mon chéri, du coup l'avantage c'est qu'il y a une autre végétarienne dans la famille. Et donc du coup c'est vrai qu'on a tous les ans notre petit menu qui est fait, donc ça se passe plutôt bien. Mais bon, comme chaque année, moi c'est vrai que j'ai un estomac très fragile, vous le savez, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, plus que l'année dernière, mais l'année dernière j'étais enceinte, donc c'est vrai que c'était délicat de savoir qu'est-ce qui me rendait le plus malade. Mais ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre cette année, et c'est vrai que, voilà, moi les fêtes chaque année, je n'aime pas ça juste pour la partie nourriture. Je préfère nécessairement tout le reste de l'année qu'on se voit en famille, parce que je peux beaucoup mieux maîtriser ce que je mange. Mais voilà, ça reste les fêtes, c'est mon avis sur la question. Et sinon, voilà, Noan a très bien vécu ses fêtes. La seule chose, c'est que c'était très fatigant pour lui nécessairement, parce que voilà, c'est pas le même rythme que d'habitude. Sinon, ça s'est bien passé. Et puis son papa était en vacances, donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Ça c'était pour la partie les questions qu'on m'avait posées sur les fêtes. Alors on m'a posé récemment la question si Noan était vegan. Pas du tout, Noan n'est pas vegan. J'avais négocié avec le papa pour que Noan reste un régime végétarien au maximum végétalisé jusqu'à ses 12 mois. Donc on arrive aux 12 mois bientôt. Et de ce fait, Noan par contre a déjà mangé des œufs, puisque en fait il mange des crêpes, des gaufres, des choses comme ça. Et on a commencé à lui mettre des œufs de temps en temps dans ses repas. Mais ce sont les œufs de nos poules, hein, donc comme pour moi. Sinon, il est pour l'instant végétarien. Et comme je vous disais, d'ici 2-3 semaines, comme convenu avec le papa, on va commencer doucement à lui faire goûter des protéines animales. Alors, c'est pas un choix personnel, parce que moi, si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais préféré qu'il reste végétarien et qu'en grandissant, on lui explique et que là, s'il voulait goûter, il aurait goûté.
Mais le papa en a décidé autrement, il a son mot à dire de toute façon. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos dans laquelle je vous parle justement de l'alimentation de Noël. J'ai rajouté les poivrons. Parce que j'ai essayé d'expliquer au maximum, d'étoffer ma réponse. Donc vous en saurez un petit peu plus sur comment j'ai développé sa diversification alimentaire, etc. En tout cas, je voulais vous le dire, il y aura un point qui sera fait vers les 18 mois de Noël, puisqu'il y aura certainement des évolutions, etc. Et puis donc il y aura eu l'introduction des protéines animales, vous dire comment ça s'est passé. Mais ne me posez pas trop de questions d'ici là, puisque je ne sais pas moi-même comment ça va se passer, hein, je n'ai pas encore essayé. Et pour l'instant, il a commencé un petit peu à avoir des repas où il mangeait comme nous, dans une assiette, où on lui mettait les morceaux et qu'il mangeait tout seul. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc il y a eu un repas où ça s'est très bien passé. Un autre où il n'a même pas voulu toucher, donc on lui a fait une purée, voilà. Puisque sinon il se serait laissé vivre, il n'aurait pas mangé. Mais par contre, à côté de ça, il mange du pain des fleurs, il mange des gâteaux, il mange des crêpes, il mange des gaufres et tout ça, il le mange tout seul, il mange des fruits tout seul. Voilà, il y a plein de choses qu'il mange tout seul, il mange du chocolat tout seul, je lui donne son carré de chocolat, il se le mange tout seul. D'ailleurs, il s'en est foutu partout aujourd'hui, c'était assez énorme. Parce qu'en dessert, oui, à midi, il a mangé son carré de chocolat noir. Oui, mon fils ne mange que du chocolat noir, j'ai oublié de préciser. Hein, on y va doucement dans le pourcentage, mais il mange quand même du 70% goulûment. Hein. Donc voilà. Et je vous vois venir ceux qui sont à dire qu'on ne donne pas du chocolat à un enfant. Je donne du chocolat à mon fils si je veux. Et en plus de ça, je vous ferai une vidéo sur le cacao qui a d'énormes avantages pour la santé. Et en dehors de celui qu'on lui prête d'être un anti-stress naturel, c'est le truc le plus connu. Voilà, ça fait beaucoup plus de choses que ça, le cacao. Donc voilà, au contraire, un enfant, il n'y a pas de problème à donner du cacao. Il ne faut juste pas lui en donner tous les jours, à chaque repas, etc. Parenthèse fermée. Donc, je vais en revenir à la recette juste vite fait. Donc là, j'ai rajouté les poivrons, comme je vous disais. Donc là, ils vont commencer à fondre doucement dans les épices, dans les oignons, dans l'ail. Et c'est là qu'on va faire rentrer les stars du menu en scène. Je vais mettre toutes mes lentilles dans ce fameux mélange. Hop. Et là, il faut bien mélanger pour qu'elle s'imprègne bien des saveurs avant de verser l'eau par-dessus. Donc là, il faut bien qu'elle s'imbibe. Et en fait, pour savoir si elles sont bien imbibées, c'est simple. Comme on a mis du curcuma, ça va tout teinter. Donc vous ne pouvez pas vous rater. Une fois que le mélange est teinté bien jaune, doré, c'est que vous pouvez y aller pour verser l'eau. C'est un bon repère. Donc on y va, on mélange bien. Ça commence à sentir super bon. Le curcuma, ça a une odeur juste, je trouve ça délicieux, mélangé avec l'odeur du poivron. C'est super bon. Voilà, donc là c'est bien doré. Je commence à sentir que ça s'attendrit doucement sous la cuillère. C'est pour pouvoir y aller. Voilà, le mélange commence à être pas mal. Et donc là, on verse jusqu'à couvrir intégralement toute la préparation. Donc, hop, voilà. Il faut que ça dépasse de, je dirais, 1 cm la préparation de lentilles. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut avoir pas mal d'eau chaude de prête d'avance. Hein, parce que vous risquez même d'en avoir besoin de nouveau. Donc moi je vais remettre une bouilloire à chauffer pour que ce soit prêt. Et pouvoir donc mouiller au fur et à mesure jusqu'à obtenir la cuisson désirée. Donc là mon feu est resté au maximum jusque là. Donc là je vais le baisser à demi pour que ce soit une cuisson douce. Et je vais pouvoir m'attaquer donc à la suite avec la version sucrée du muesli que je vais préparer, puisque oui, je vais préparer un muesli avec vous. Et je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, je fais très peu de pesée pour mon muesli, donc au moins vous allez voir un petit peu comment je le prépare. Donc attention, on voyage. Et là, vous allez avoir droit à mes mains. Toc, tout bêtement. Donc là, je vais avoir du riz soufflé. Donc celui-ci, c'est celui que je vous ai présenté dans ma vidéo sur l'alimentation industrielle, les rares produits que j'utilise. Donc il est enrobé de sirop de riz. Je vais prendre des flocons de riz, puisque moi je ne mange pas de flocons d'avoine, c'est trop agressif pour mon estomac. Donc je prends la marque Priméal.
je vais prendre des graines de lin non moulues que je conserve en fait dans un pot en verre au frigo. Et je vais prendre les quelques noisettes qui me restent, qui ont survécu au fait. Ensuite, pour le liant, sucrant, collant, tout ce que vous voulez, j'ai sorti du coulis d'abricot. Et j'ai prévu donc un petit pot pour mettre ensuite mon muesli. Je pense qu'il va peut-être être trop petit, je verrai, alors à chaque fois j'adapte. Mais un pot en verre en tout cas pour conserver mon muesli. Donc au niveau des pesées, ce que je vais faire c'est que je vais peser en direct avec vous, comme ça je vais vous donner les quantités. Hop, voilà. Alors le temps que la tarte se fasse, je vais sortir ce que j'avais mis à sécher dans le four. Hop. Je vais faire un gâteau à la noix de coco hier, sauf que le problème c'est que je crois que je ne l'avais pas assez fait cuire, du coup eh ben, il avait besoin d'un petit coup de four. Donc je l'ai mis à sécher au four. Ça c'est une astuce que je vous donne si jamais vous avez un gâteau une fois que vous avez fait cuire et puis que il avait tendance à être un petit peu trop taqué. Vous attendez le lendemain et vous le remettez un coup à 180 pendant 15-20 minutes maxi. Et en fait, il va sécher et vous allez voir, il va avoir un petit goût, là avec la noix de coco, ça va avoir un petit goût de noix de coco grillée. Mais voilà, c'est une petite astuce pour les gâteaux quand ils sont un peu pâteux. Bref, on passe à ce muesli. Donc, je vais prendre déjà mes flocons. Alors, je vais mettre, je vais vous dire, je vais les mettre comme ça. Là, j'ai mis 150 g de flocons. Et en fait, je fais moite-moite. Donc voilà. Dites-vous, c'est 50-50 à peu près. Même pas. La vue à vue de nez comme ça, je pense que je vais peut-être en mettre que 100 g. Moi, je vais faire ça. Donc, j'ai mis 150 g de flocons et je mets 100 g de riz soufflé. Après, je vais mettre des graines de lin. Les graines de lin, je vais en mettre 20 g. Voilà. Juste un peu. Et les noisettes, je prends un couteau et en fait, je les coupe en deux dans mon mélange. Donc les noisettes, j'en mets l'équivalent, je pense, vous voyez, toute la fin de mon pot là. Donc ça fait l'équivalent d'une grosse poignée. Une bonne grosse poignée que je coupe grossièrement en deux comme ça. Hop. Donc voilà, par rapport aux noisettes, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, je vais la couper, je vais voir, et puis je vous retrouve après. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de découper donc mes noisettes. Donc vous voyez, ça me donne un joli mélange que je vais bien touiller. Hop. On va enlever la balance. Voilà, il faut bien mélanger ça, sans en foutre partout comme ce que je viens de faire, tant qu'à faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Bref, vous l'aurez compris proprement. Donc ensuite, je vais verser à vue d'œil comme ça. Hein. Hop, on va verser ça. Vous versez petit à petit. Hein. Donc ça peut être de la compote, ça peut être comme moi. Il y a des gens qui le font avec du miel. Vous pouvez le faire avec du sirop d'agave, du sirop de coco. Vous le faites comme vous voulez. Moi, je sais que voilà, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est sucré naturellement, déjà pour commencer, pour ne pas faire d'ajout de sucre, qui va permettre donc de coller à la cuisson, hein, qui va juste mouiller un petit peu le mélange. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit fluide. Hein. Vous voyez, il faut que ça reste comme ça. Donc voilà, je vais en rajouter peut-être encore un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose, l'équivalent peut-être d'une grosse cuillère, voilà. Hop, voilà. Il faudra que je le termine d'ailleurs ce coulis. Parce que ça s'abîme très vite, hein, le coulis d'abricot, même si vous le gardez au congèle, etc. Une fois décongelé, il faut l'utiliser rapidement. Comme tous les coulis de fruits, j'ai envie de vous dire, parce que sinon il s'oxyde. Voilà, le risque c'est qu'il fermente directement derrière. Alors, après, vous pouvez l'utiliser pour des cuissons, hein, si vous craignez qu'il ait commencé à fermenter. Si vous avez un doute, surtout ne le consommez pas cru. Vous l'utilisez dans une cuisson et comme ça, vous êtes tranquille. Hop. Voilà, donc là, ça commence à être pas mal. Je vais peut-être en rajouter une dernière cuillère quand même
pour être sûr, voilà. Et hop, voilà. Une dernière cuillère pour le goût. Voilà, ça commence à me plaire. Voilà, il faut que vous sentiez que le mélange commence à devenir un petit peu mouillé. Et ensuite, on va prendre une grosse plaque. Donc là, j'ai déjà sorti ma plaque de four sur laquelle j'ai posé en fait un tapis cuisson en silicone. Donc là, hop, sur ma plaque, je vais mettre toute ma préparation. Il faut en faire une couche assez épaisse, hein, au moins un bon centimètre d'épaisseur. Parce qu'après, en fait, ça va coller au cours de la cuisson. Ça va dorer et coller, les deux. Et on cassera les pépites une fois la cuisson terminée. Que ça aura bien refroidi, etc. Le même principe que si vous vouliez faire des barres de céréales. Sauf que on va casser en pépites. On ne va pas laisser la forme comme ça. Pour des barres de céréales, vous auriez pu faire une préparation à peu près identique. Sauf qu'à ce compte-là, je vous recommande de rajouter un tout petit peu de matière grasse dedans. Une huile de coco, du beurre de cacahuète, voilà, selon ce que vous voulez obtenir. Et vous tassez avec des emporte-pièces rectangulaires. Comme ça, vous avez déjà vos formes de fête à la cuisson. Et après, vous n'avez plus qu'à laisser refroidir. Voilà, alors on essaye de bien tasser comme il faut. Donc vous faites un joli tas, comme je vous dis, assez épais. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés sur le mode pizza tarte. Donc ce qui permet en fait d'avoir une cuisson par le dessus. Hop, une cuisson haute. Et ça va permettre de bien dorer le mélange par le dessus. Et pas de le faire griller par le dessous surtout. Donc vous allez pouvoir contrôler votre cuisson et vous éviterez ainsi les catastrophes de trop griller. Donc voilà, j'ai bien tassé. Il faut que ce soit bien compact, bien dense, que ça puisse bien s'agglomérer pendant la cuisson, coller ensemble tout ça. Et en fait, après, c'est un jeu de surveillance. Donc, moi, je sais qu'en moyenne, je crois que la dernière fois, j'avais dû le faire cuire une demi-heure, mon muesli. Je sais pas si j'avais fait la même quantité ou pas, un petit peu plus, je sais plus. Mais ouais, une bonne demi-heure. Après, si vous voulez que votre muesli ne soit pas en grosses pépites, vous pouvez l'étaler beaucoup plus finement. C'est pas un problème. Et après, par contre, il va beaucoup plus s'effriter quand vous allez le casser après cuisson. Mais c'est tout aussi bon, hein, de toute façon. Ce qui compte, c'est voilà, le fait que ce soit un petit peu imbibé, que ça caramélise. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, c'est parti pour la cuisson. Et je vais déjà mettre un quart d'heure pour voir où ça en est. Voilà. Et on va allumer parce que bientôt on ne se verra plus. Alors je vous reprends. Crac. Salut. Et là on va regarder où en sont les lentilles. Donc les lentilles, elles commencent à cuire tout doucement. Il y a un tout petit bouillon qui commence à se faire gentiment. Ça sent trop bon. Ça c'est parfait. Voilà. Regardez cette couleur. C'est tout jaune doré. Bon d'accord, il y a la lumière qui est un petit peu en ma faveur, mais voilà. C'est sympa comme tout. Donc on va laisser cuire tranquille. Je vous reprends tout à l'heure. Me revoilà du coup pour le muesli, ça va être bon. Donc en fait ce coup-ci il a eu besoin de seulement 20 minutes, donc je vais le sortir tout de suite. Et vous allez voir, voilà, il a bien doré mon muesli. Donc voilà ce qu'il faut obtenir, d'accord? Donc vous voyez sur le côté c'est un tout petit peu trop pris là, mais c'est pas grave en soi, on s'en fiche.
Donc je vais le laisser refroidir et en fait après donc on le brisera en pépites tout simplement et j'aurai plus qu'à le ranger dans un pot. Alors c'est très bon le matin, vous pouvez le mettre sur un smoothie, vous pouvez le mettre dans un yaourt. Moi je sais que je le mange même comme ça, des fois juste à croquer 2-3 pépites. Donc vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. L'avantage c'est que ça, quand vous le prenez au petit déjeuner, avec les flocons, etc., tout ce qui est compris dedans, vous êtes sur quelque chose déjà d'un de savoureux et de deux de très très nourrissant. Moi ce que je fais souvent c'est que je rajoute des fruits secs. Puisque là j'ai mis que des noisettes, donc moi je rajoute soit des cranberries, soit des bananes séchées, je mets parfois des bananes chips si je veux que ce soit croustillant, des pépites de chocolat si vous voulez une version gourmande, des muesli, vous en avez je crois autant qu'il y a de personnes qui consomment du muesli, donc vous mettez ce que vous voulez tous les jours, vous pouvez changer, c'est l'avantage. Là au moins on est sur une recette de base, avec les noisettes qui viennent rajouter quelque chose au niveau d'un oléagineux, mais sinon en dehors de ça, vous pouvez l'utiliser vraiment de plusieurs façons. Moi en plus je ne mets pas de sucre ajouté, donc l'avantage c'est que vous pouvez très bien le rajouter comme je vous disais dans un smoothie qui sera déjà lui sucré de saveur. Vous pouvez le rajouter dans un lait neutre, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, donc vous êtes totalement libre. C'est aussi l'idéal quand vous voulez faire une collation par exemple à 16 h, que vous êtes à la maison, vous prenez un yaourt de soja, un petit peu de muesli et vous êtes sur une collation qui est très bien, accompagnée avec un bon thé ou quelque chose, en tout cas une boisson chaude ou une boisson froide si vous êtes en été et que vous n'avez pas envie de boire de boisson chaude. Voilà, c'est une super collation, donc je vous le recommande fortement. En plus vous avez vu, c'est super rapide à faire, il suffit juste de surveiller la coloration et là en 20 minutes il était cuit. Donc il n'y a plus qu'à le casser derrière, vous le laissez refroidir, il fait sa vie et vous faites la vôtre de votre côté. Même si vous attendez 2 heures pour le faire, c'est pas grave, il vous attendra, mais ça va très très vite. Voilà, je continue la cuisson de mes lentilles, elles sont bientôt prêtes et vu l'heure qu'il est et que mon petit loup ne s'est pas encore réveillé, je pense que je vais peut-être avoir le temps de vous montrer aussi comment faire une petite recette sucrée que vous pourrez utiliser pareil les matins sur vos tartines. Donc je vous reprends d'ici 5 minutes le temps de me mettre en place. Alors me revoilà pour la fameuse recette dont je vous parlais que je vais rajouter. Donc vous aurez besoin pour ça d'une casserole relativement profonde. J'ai pris des bananes que j'avais surgelées parce qu'elles étaient trop mûres, donc elles sont blindées de sucre, elles vont être très très goûtues. Il y en a, il me semble, 4 petites, là, enfin 4 petites, des moyennes quoi. Et je vais prendre donc la fin de mon coulis d'abricot avant de le perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite jeter en fait mes bananes encore congelées sur le feu. Ça fait un gros boucan. Voilà, pour qu'elles fondent rapidement. Donc ça va faire pas mal de bruit. Voilà. Et par-dessus, je vais verser en fait le coulis d'abricot. Voilà. Donc en fait, le but c'est de faire réduire tout ça en grosse compotée. Et non, je ne vais pas faire une simple compote. En fait, je vais en faire une gelée pour les matins sur les tartines. Et sans sucre ajouté. Alors vous allez me demander comment tu fais pour stabiliser. Alors de toute façon, la première chose à savoir c'est que j'en fais, comme vous avez pu le remarquer au niveau des quantités, une quantité qui n'est pas non plus énorme. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir conserver tout simplement au frais. Et l'autre chose à savoir, c'est que pour obtenir l'effet gelé, déjà d'un je vais miser sur le sucre naturel des fruits qui va se concentrer et figer avec la banane. Mais je vais rajouter pour stabiliser en fait de l'agar. Donc pour une quantité comme ça, je vais rajouter l'équivalent d'une grosse cuillère à café bien bombée. Et normalement ça devrait permettre donc de stabiliser le mélange. Et je vous dis, on mise normalement sur le sucre en fait de la banane qui va faire un gélifiant naturel, un petit peu comme la pomme contient de la pectine. La banane est très dense, il y a très peu d'eau dans la banane et le sucre naturel permet d'obtenir une forme de gelée quand vous le faites cuire. C'est ce qui fait que vous avez en fait ce côté très nourrissant tout simplement et un goût très très sucré qui se concentre rapidement quand elles mûrissent. Donc voilà, il faut miser là-dessus. Donc là, on va laisser tout simplement fondre et compoter, comme je vous disais, sur un feu moyen doux, hein, parce que après, le but, c'est pas non plus que ça grille tout. Voilà, donc bien laisser compoter. Et en fait, si jamais vous voyez que les morceaux n'arrivent pas à fondre, pardon, je cherchais mon mot, à ce compte-là, vous mettez simplement un petit coup
un petit coup de blender à soupe dedans si vous voulez quelque chose de très lisse. Si les morceaux ne vous gênent pas, excusez-moi, il y a le four qui discute tout seul. Si ça ne vous gêne pas, à ce moment-là, vous laissez les morceaux et vous laissez refroidir dans un pot que vous aurez au préalable stérilisé. Donc la technique pour stériliser, elle est toute bête. Vous voyez, moi j'ai pris un pot de confiture vide dans lequel j'ai mis l'équivalent d'un tiers d'eau bouillante et je laisse simplement s'ébouillanter le pot pendant le temps de la cuisson avec cette eau bouillante que je viderai ensuite. Je verserai ma préparation brûlante à l'intérieur et je lui mettrai la tête en bas pour que ça fasse le vide d'air et que du coup au niveau du bouchon ça puisse donc stériliser un maximum le pot. Bien que comme je vous ai dit, comme je ne vais pas faire une quantité non plus faramineuse, c'est quelque chose que je vais pouvoir conserver facilement au frais avec normalement très peu de risques que ça puisse partir en javel. Alors voilà mes petits chats, ça y est, c'est tout bon. La compotée est prête, donc moi je l'ai mixée pour qu'elle soit bien lisse parce que j'ai un homme qui préfère de toute façon les gelées un petit peu lisses. Donc au niveau de la texture, on est comme je vous disais sur un espèce de coulis très très épais. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'avais coupé le feu le temps de mixer. Je vais relancer le feu et je vais donc ajouter mon agar-agar, donc une cuillère comme ça, hein, bien bombée. Hop, on relance et je lance à feu moyen. Hop, je le fais tout de suite. Une bonne cuillère que je mélange le plus rapidement possible sur le feu pour pas que ça bulle parce que comme le mélange est très chaud, ça bouillonne. Donc il faut bien le mélanger jusqu'à ce que vous ne voyez plus rien du tout, que ce reste bien lisse surtout et que l'agar soit bien intégré. Voilà. Hop. Vous faites bien attention parce que vu que le mélange est très chaud, ça fait des bulles qui pètent et ça peut vous brûler. Voilà, donc tout en mélangeant pour éviter que ça en foute partout comme je vous disais. Vous attendez environ 30 secondes pour que ça stabilise avec l'agar. On sent que ça épaissit sous la cuillère hein, de toute façon. Pas autant que quand vous faites un mélange avec une fécule, attention. Mais on sent qu'il y a une densité supplémentaire qui se crée. Voilà, on va pouvoir arrêter. Ça va être... Hop. Et voilà. Donc là, je stoppe tout de suite le feu. Hop, je vais ranger mon agar. Alors, je vais vous mettre juste à côté du pot pour que vous puissiez voir la texture pendant que je vais la couler dans mes pots à confiture. Alors, hop, je me balade. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Donc, je vais prendre mes pots, je vide l'eau. Du coup, j'en ai pris un deuxième parce que quand j'ai vu la quantité que ça représentait. Donc, vous allez voir au niveau de la texture. Voilà, ça fait vraiment une gelée. Ça ne coule pas. Ça, voilà, ça fait un... Oula, je travaille pas très proprement, je suis désolée. Ça fait voilà, un mélange assez pâteux, comme une compote. Sauf qu'en fait, au moment de refroidir, et ben, ça va figer et ça va faire une gelée que vous pourrez tartiner ensuite. Et sans sucre ajouté, sans ajout de matière grasse. Quelque chose qui va très bien convenir aux personnes qui font attention à leur ligne, puisque ce sera uniquement le sucre du fruit. Voilà, je vous reprends tout à l'heure.